Salut à tous. Après le Tour Super France, retour dans mes bureaux avec plein de nouveaux sujets pour cette rentrée. Mais en préliminaire au sujet de la rentrée, je voulais évidemment vous parler des masques. Dernièrement, on avait mentionné la possibilité d'avoir le port du masque obligatoire en France dans certains lieux publics. Ça y est, c'est acté. Vous avez maintenant des gens qui peuvent vous harceler dans la rue, soit d'ailleurs des civils, soit des policiers et des gendarmes, parce que vous ne portez pas ce masque et puis vous sanctionnez très durement. Alors il faut absolument qu'on revienne là-dessus. Moi, au tout début, quand sur Twitter j'ai mentionné qu'il fallait un port du masque en début d'épidémie, combien j'ai vu de pseudo-scientifiques, et entendez par pseudo-scientifiques des gens qui peuvent se faire reconnaître comme scientifiques par certaines personnes, ou par certains médias. Combien de pseudo-scientifiques, donc, ont immédiatement sauté sur l'occasion de dire qu'il n'existait pas de preuves scientifiques de l'intérêt du masque en début d'épidémie. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. On avait bien sûr ces statistiques que j'ai mentionnées sur Twitter, où j'avais dit, voilà, on a une très forte corrélation entre les pays qui ont eu un port du masque tôt, c'est-à-dire quand la France ne l'avait pas, et une épidémie contrôlée. Cette corrélation est très probablement un lien de cause à effet. Et ça, je l'avais expliqué dans tout un tas de vidéos. En situation de crise, il faut savoir faire des paris. Et bien entendu, c'était un pari raisonnable scientifiquement de prendre le parti que cette corrélation était un lien de cause à effet, qu'elle était donc une corrélation causale. Et puis maintenant, voilà, on envisage de laisser le port du masque. Alors, dans le cas français, il faut vraiment voir qu'on a fait tout en dépit du bon sens. En début d'épidémie, oui, il était raisonnable de les prescrire dans la rue, même si les dernières données sur le coronavirus nous démontrent scientifiquement que la première mesure à déployer, c'est le lavage des mains, que oui, les maladies respiratoires infectieuses comme la maladie à Covid-19, à coronavirus, eh bien, se transmettent très essentiellement par le toucher. Alors on en revient à une vieille controverse, celle d'Ignaz Semmelweis, qui lui, déjà en Hongrie, avait prescrit aux médecins de se laver les mains et qui avait été renvoyé de son hôpital parce que les médecins au XIXe siècle passaient d'une autopsie à un accouchement sans se laver les mains. Quelque chose que les Arabes savaient être nécessaire, quelque chose que les Juifs d'Andalousie savaient très bien être nécessaire, quelque chose même que les Grecs, je pense, savaient être une pratique raisonnable. Eh bien, cet arrêt de médecin du XIXe siècle passait d'un cadavre à une salle d'accouchement sans se laver les mains. Et Semmelweis a été ridiculisé pour avoir mentionné l'importance du lavage de mains. Et il a fini par être exclu, tout simplement, de son hôpital. Et d'ailleurs, il est mort dans un hôpital psychiatrique. Il est mort fou. Fou de ne pas avoir pu sauver toutes ces femmes qui mouraient avec des taux de mortalité extraordinaires, parce qu'on avait des timbrés de mandarins qui passaient d'un cadavre à un accouchement. Alors, vous savez, les cadavres, de façon... hélas, historiques, sont devenus une certaine de mes spécialités, avec ce scandale abominable du charnier de Paris-Descartes que j'avais mentionné dans une précédente vidéo. Je vous avais dit d'ailleurs à cette époque que jamais Frédéric Dardel, le principal intéressé, ne serait inquiété réellement. Eh bien, j'ai bien entendu eu raison face à tous les journalistes et même tous les médecins qui me disaient tout de même non, c'est lui le président de l'université, c'est lui qui est responsable pénalement de ce qui se passe dans l'université, bien entendu qu'il va être inquiété. Pas du tout, il a juste dû être débarqué de son poste de conseiller de Frédéric Vidal, sans aucune fanfare bien entendu, et il n'est pas, à l'heure où je vous parle, inquiété par la justice. Cependant que, bien entendu, les archives de Paris-Descartes ont été cambriolées et qu'aucune instruction n'a été ouverte en ce sens. Bon. On a un très grand scandale sanitaire qui va être étouffé le plus rapidement possible. Je l'avais dit, peu de gens l'avaient pris au sérieux, on voit maintenant que c'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, donc, est là pour protester frontalement contre l'idée d'un port du masque obligatoire en France et rappeler que l'État ne peut pas se dédouaner de ses catastrophiques erreurs pendant la pandémie en imposant le masque toute une année, comme il semble avoir l'envie de le faire. Alors je vais d'abord reprendre l'excellent terme de mon ami Pierre-Yves Rougeron, c'est une muselière civique. Comprenez bien que quand on envisage de masquer toute la population active en France, eh bien, c'est d'une muselière qu'on parle, on ne peut pas dire les choses autrement.
on crée une impuissance apprise chez les gens. La première condition de l'exercice du pouvoir, a dit un grand philosophe, enfin un grand philosophe, hein, je me comprends, c'était pas quelqu'un de très recommandable qui a dit ça, mais la première condition donc, du maintien du pouvoir, c'est le fait d'inculquer aux classes travailleuses, aux classes moyennes, leur impuissance. C'est de leur inculquer leur propre impuissance. Et inculquer l'impuissance aux classes moyennes, c'est quelque chose de subtil époque après époque. Mais là, quand vous les forcez à porter un masque, quand vous les forcez à ne plus pouvoir avoir qu'une amputation d'interaction sociale, quand vous les forcez à être bâillonnés psychologiquement et physiquement, vous ne pouvez parler moins loin avec un masque, vous ne pouvez pas vraiment crier avec un masque, et vous n'avez pas l'envie de protester quand vous avez un masque sur vous. Bref, ce bâillon total qui s'impose comme ça de façon subreptice à la population française est quelque chose que nous ne devons pas laisser passer véritablement. Oui, il aurait été prudent encore une fois d'avoir des masques en début d'épidémie, la France n'en avait pas. Il n'existe aucune preuve scientifique solide qui prescrit le masque aujourd'hui. Aucune. Et c'est là qu'il faut revoir aussi tous nos amis du virtue signaling. Vous savez que la vertu ostentatoire est vraiment le plus grand vice du monde universitaire et du monde para-universitaire. Je pense à beaucoup de vulgarisateurs scientifiques. La vertu ostentatoire, qui est un vice profond, qui est un vice grave, hein, c'est un vice aussi important que l'hypocrisie, que la luxure, que l'avarice, que même des choses que l'Église catholique considérait comme des péchés capitaux. La vertu ostentatoire est immonde, est quelque chose de sale, profondément sale. Et elle croit remplacer la vertu. Elle remplace autant la vertu que la fausse monnaie remplace la vraie monnaie. Quand on imprime trop de billets, eh bien on sait que la fausse monnaie chasse la bonne. Eh bien la vertu ostentatoire a tendance à chasser la vraie vertu, qui elle est comme l'or physique, contrairement à l'or papier, elle a une tangibilité réelle et une difficulté d'acquisition que la vertu ostentatoire n'a absolument pas. Or, que dire de toute la bande de la vertu ostentatoire aujourd'hui ? Eh bien, la même bande qui recommandait de rester chez soi et qui recommande donc des masques aujourd'hui. Et qui, de l'autre côté, attaquait Raoult pour un éventuel manque de preuves vis-à-vis de l'efficacité de son protocole hydroxychloroquine, azithromycine, qui reste aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'indication principale contre la maladie à coronavirus de 2019 dans le monde, et sur laquelle on a le plus de recul clinique aujourd'hui. Et c'est certainement pas le remdesivir que la Commission européenne a commandé très abondamment qui peut tenir le menton au protocole Raoult aujourd'hui en termes d'échantillons prescrits et de retour sur expérience positif, bien entendu. Eh bien, ces mêmes personnes donc, qui disaient restez chez vous, il n'y avait aucune preuve scientifique de l'efficacité du confinement, messieurs, dames. Messieurs, les hurleurs de vertu ostentatoire, il n'existait aucune preuve scientifique rigoureuse de l'efficacité du confinement. Il existait bien entendu des pistes, il existait bien entendu une réflexion logique qui pouvait le légitimer en partie, mais elle était essentiellement spéculative. Il n'existait pas de preuve scientifique expérimentale du succès du confinement, en aucun cas. Et pourtant, par vertu ostentatoire, c'est-à-dire, concrètement, en vous rangeant à la vie du plus fort, qui est l'État. Ne nous faites pas croire que vous êtes des scientifiques, ne nous faites pas croire que vous invoquez la science, quand votre comportement consiste simplement à vous ranger à la vie du plus fort. Eh bien, messieurs, dames du gang de la vertu ostentatoire, vous avez dit « restez chez vous », il n'existait pas de preuves scientifiques de l'intérêt du confinement. Et aujourd'hui même, des études commencent à sortir, nous démontrant une possible amplification de la contamination par le confinement. Ce qui serait catastrophique. N'oublions pas non plus que le confinement a laminé l'économie française et que le maintien du masque obligatoire dans les restaurants, dans les hôtels, va continuer ce laminement de l'économie française qui est devenu méthodique et qui va faire beaucoup de morts, n'en doutez pas. Le chômage tue, les crises économiques tuent, et donc ces mesures grand guignols sans preuve scientifique d'efficacité vont tuer, et ça on en a pour le coup des preuves scientifiques. Donc, les mêmes gens qui disaient pas assez de preuves pour l'hydroxychloroquine, l'azithromycine ont embrassé le confinement sans broncher, alors qu'il n'existe vraiment pour le coup pas de preuves expérimentales empiriques du succès du confinement face au Covid-19.
alors qu'il existe bien entendu une accumulation absolument effarante de preuves positives en la faveur du protocole Raoult aujourd'hui, ne serait-ce que dans la quantité des prescriptions. Parallèlement, il faut rappeler à toutes les personnes qui avaient reproché à l'IHU de Marseille et à Raoult en particulier d'avoir testé en disant « Ah oui, mais vous comprenez, les preuves expérimentales qu'il a du succès de son protocole de traitement viennent du fait qu'il a testé davantage. » Mais quelle lâcheté, quelle veulerie de reprocher à quelqu'un d'avoir fait une des choses les plus essentielles en pandémie, c'est-à-dire de tester. De tester et de tester encore. Ce que lui a fait, et que tous ses critiques, tous ses détracteurs n'ont jamais fait, ou en tout cas pas dans le quart des proportions où lui a déployé ses tests et où l'IHU a déployé ses tests, ont trouvé un moyen immonde sur le plan moral et fétide sur le plan à la fois philosophique et scientifique de retourner cette expression de loyauté médicale et de sérieux scientifique contre lui. On vit vraiment dans une époque qui, pardonnez-moi, parfois est méphitique, est à vomir. Je ne peux pas vraiment dire les choses autrement. Alors, ok, les apôtres du confinement reviennent maintenant pour vous prescrire le masque en disant « masquez-vous », non pas parce que la science le dit, ils vous disent que c'est le cas, c'est faux, mais parce que les forts le disent, et que les vertus ostentatoires ne suivent que la loi du plus fort. Bien entendu, ils ne veulent pas l'admettre, donc ils continuent de dire qu'ils suivent la loi de la science, mais c'est faux. S'ils avaient suivi la loi de la science, ils auraient dénoncé Lancet. Ils auraient fait, qui sur leur chaîne YouTube, qui dans leur communiqué, ils auraient fait immédiatement une présentation sérieuse sur le fait que oui, Lancet, la plus prestigieuse revue médicale au monde, a publié des données qu'elle savait pertinemment truquées. Pertinemment, ces données ont été inventées. Et on avait plein de façons de savoir qu'elles étaient inventées au passage. On avait le fait qu'elles prétendaient disposer de statistiques ethniques en France alors que ça y est interdit. Il y avait le fait qu'elles donnaient des indications complètement fantaisistes sur le nombre de fumeurs selon les continents et sur le nombre de morts, par exemple en Australie, qu'elles confondaient donc certains patients, ou virtuellement pas, puisque les données étaient fausses. Et puis, on pourrait rajouter que ces données ne suivaient pas la loi de Benford, la loi de Benford qui dit que quand vous prenez des mesures sur, par exemple, la taille des villes, la taille des volcans, ce que vous voulez, eh bien, les données dont le premier digit est 1 seront beaucoup plus nombreuses que les données dont le premier digit est 2, qui seront elles-mêmes plus nombreuses que les données dont le premier digit est 3. Et cette loi de Benford est utilisée par les services fiscaux en Europe pour vérifier les comptabilités truquées. Aux surprises, les données complètement bidons de Lancet et du New England ne suivaient pas la loi de Benford. Et d'ailleurs, on pourrait s'amuser aussi à regarder si certaines autres données qui ont été prétendues vraies la suivaient. Alors certes, la loi de Benford n'est pas une indication suffisante pour démontrer qu'un dataset est faux, mais tout de même, quand vous avez des très gros datasets comme ceux-là qui ne la suivent pas, vous avez une énorme sonnette d'alarme qui se déclenche et vous devez ensuite enquêter davantage, ce qui n'a pas été fait pour le Lancet. Eh bien, tous les porteurs de vertus ostentatoires auraient dû réagir, ils ne l'ont pas fait. C'est à ça que vous reconnaissez que ce sont bien des praticiens de la fausse vertu. Maintenant, donc, concernant le masque, eh bien, il y a de belles analogies à faire. D'abord, rappelez-vous que l'être humain, quand il est suffisamment pressuré par ses pairs, PAIR, et c'est la catastrophe de la revue par les pairs en sciences contemporaines, eh bien, préfère la parité à la vérité. Un être humain, quand il a le choix entre la conformité à ses pairs et la vérité, choisira très majoritairement la conformité à ses pairs. L'expérience de conformité de H le démontre très bien. Vous avez d'autres expériences qui le démontrent, dans lesquelles vous pouvez, comme ça, conditionner les gens très rapidement au fait de se lever quand vous envoyez une sonnette dans une salle d'attente. Vous prenez une salle d'attente, vous balancez une sonnette et vous faites que les acteurs se lèvent à cette sonnette. Ben, la personne testée qui n'est pas actrice, au bout de quelques instants, va se lever spontanément parce qu'elle veut se fondre dans le groupe. C'est normal, l'être humain est un animal social. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act. Mais là où cette volonté de se fondre dans le groupe devient totalement atroce, bah c'est quand elle, bien entendu, s'oppose à la vérité, quand elle s'oppose à la justice, par exemple. Quand un bon père de famille pouvait dire dans l'Allemagne nazie, oui, je tue, je déporte, je torture, je viole parce que tout le monde le fait, et parce que mes supérieurs m'ont dit de le faire. Et ça, ce qui a été appelé l'effet Lucifer par Philippe Zimbardo, est en train de se produire en France. Raoult l'a mentionné dans sa dernière interview, je crois que c'était avec Laurence Ferrari, il a dit « Je commence à voir des gens
qui pètent les plombs, qui sur les marchés harcèlent les gens parce qu'ils ne portent pas leur masque. Et oui, cet effet Lucifer, vous allez avoir des gens, parce que vous leur donnez un bâton, parce que vous leur donnez une autorité légale de crier sur autrui, qui vont en abuser abondamment et qui vont transformer toute la France en une prison, dans le sens de l'expérience de la prison de Stanford. Nous devons absolument nous protéger de cela. La science n'a jamais validé de près ou de loin les restrictions de nos libertés publiques. Jamais. Elle n'a pas validé le confinement, elle ne valide pas le port du masque tardif, en aucun cas. On ne peut pas utiliser la science pour détruire nos libertés publiques, celles pour lesquelles nous nous battons, celles pour lesquelles nous existons. La France signifie le pays des gens libres, les francs, le peuple libre. On ne peut pas laisser nos libertés partir au nom de la fausse science. Au nom de la fausse science qui peut être en chair, qui peut occuper des postes prestigieux, qui peut être représentée par des professeurs d'université ou pas, des revues scientifiques à comité de lecture comme le Lancet. Ça fait des années que je dis que tout cela n'est qu'une vaste pantalonnade et que le monde académique n'est absolument pas exemplaire en matière scientifique et en matière de déontologie. Mais là, maintenant que les impostures sont apparues au grand jour, le public doit protester énergiquement contre toute tentative de le bâillonner, de réduire sa liberté d'expression et même d'enfoncer dans sa tête les chaînes de l'impuissance apprise pour faire en sorte que, maintenant qu'il est bâillonné par peur de mourir, vous savez très bien que pour contrôler les populations, vous avez deux grands leviers, vous avez Eros et Thanatos. Eros, c'est pour faire consommer. Mettez une belle blonde avec de la bière, mettez de la liberté et du sexe, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent les années 90, l'étude de la publicité sur les produits laitiers, qui était hautement sexuelle pour imposer les produits laitiers aux jeunes. Eros, c'est pour faire consommer. Thanatos, c'est pour faire voter. La peur de mourir est le meilleur levier pour faire voter les gens en votre faveur. La peur de mourir, Thanatos. Et ça, c'est utilisé abondamment en politique, la peur, journal de 20 heures. Eh bien, cette peur qu'on vous bâillonne sur le visage maintenant, elle est, sans nul doute, orientée politiquement. Et elle n'est pas dans votre intérêt, en aucun cas. Maintenant, sur les phénomènes de cour, eh bien, on devrait tout de même rappeler l'histoire de la perruque sous Louis XIV. Pourquoi la noblesse a porté la perruque? Comment la perruque est-elle devenue un accessoire de mode insurpassable au point que Mozart, bien sûr, en a porté, que George Washington et Thomas Jefferson et Benjamin Franklin en ont porté aussi. Benjamin Franklin n'en était pas du tout un grand fan. Et que les avocats dans le monde britannique, ou sous influence britannique, ça va jusqu'à Hong Kong, portent la perruque encore aujourd'hui. C'est considéré comme une insulte à la cour, en Angleterre, de plaider quand vous êtes avocat sans perruque. Et de la même façon à Hong Kong. Cette perruque, d'où elle vient? On avait le roi Louis XIII, qui avait commencé à devenir chauve, ou en tout cas à perdre des cheveux, alors qu'il avait à l'époque une coupe, je crois qu'on disait à la comète. Et cette coupe à la comète, les boucles longues, etc., bon, c'est typique, cela dit, de la mode franque, hein, les francs déjà, devaient avoir une chevelure longue, et c'était aussi un signe de pouvoir que de raser le crâne d'un ennemi. On le voyait aussi, hein, bien sûr, à la Libération, tous les excès qui avaient été faits. Mais cette coupe à la franque, après tout, mais après tout, Louis XIII, Louis ça vient de Clovis, hein, c'est un des noms les plus hautement français pour le coup, c'était normal, vous pouvez considérer comme normal qu'il porte à cette coupe, mais en commençant à se dégarnir, il a commencé aussi à porter ce qu'on appellerait des extensions aujourd'hui, qui allaient devenir les perruques. Louis XIV, au départ, portait la chevelure longue, lui aussi, hérité de son père, mais il va contracter vraisemblablement la syphilis lors d'un déplacement militaire, et se mettre à perdre ses cheveux, notamment par l'usage des traitements contre la syphilis à l'époque. Et donc il va adopter les perruques, jusqu'aux perruques en crâne de cheval, etc., qui vont devenir si populaires à travers tout le XVIIIe siècle. Et qu'enfin Napoléon fera plus ou moins abolir culturellement, en montrant que les révolutionnaires ne portent pas de perruque. Bon, très bien. Ça vous montre vraiment l'idée. C'est-à-dire qu'on a un Louis XIV, qui est Louis XIV, qui est le roi Soleil, qui a un pouvoir absolu sur la France, et la moindre de ses prescriptions, la moindre de ses comportements va être imitée. On sait très bien que quand il a été opéré d'une fistule anale, par son barbier d'ailleurs, eh bien immédiatement tout un tas de courtisans se sont mis à porter un pansement au derrière, en faisant prétendre qu'ils s'étaient fait opérer eux aussi d'une fistule anale, opération particulièrement délicate à l'époque, que seul dans le coin son barbier savait réaliser, et qu'il n'aurait jamais pu pratiquer en d'aussi nombreuses fois et avec des statistiques aussi bénéfiques, sur tous ces courtisans de seconde zone.
Mais tout de même, le roi porte un pansement au derrière, donc nous en portons un aussi. Le roi porte la perruque, donc nous en portons un aussi. Le roi est nu, cette fameuse narration où personne ne voit que le roi est nu, personne n'ose dire que le roi est nu, alors qu'il l'est, parce que cet effet de cour fait qu'on ne peut pas dire la vérité au roi. Eh bien c'est ça aujourd'hui, le roi c'est la pensée unique, c'est la pensée dominante, qui se prétend scientifique, c'est toujours beaucoup plus convaincant pour le grand public de dire non, mais c'est la science qui dit rester chez vous, c'est la science qui dit porter un masque alors que l'épidémie est terminée. Et donc c'est la science qui dit donnez-moi vos libertés, parce que c'est scientifique. Vous imaginez cette utopie, cette dystopie, qu'on appelle d'ailleurs le cyberpunk, on vous dira faites ci, c'est la science qui dit, vous occupez pas. La science. On a vu dans la crise du coronavirus que quiconque contrôle les données contrôle la science. Qui contrôle les données aujourd'hui? Il y a des cartels des données. C'est très facile de contrôler les données aujourd'hui. Un journal peut publier des données complètement truquées et orienter une décision politique en France qui dure encore aujourd'hui, puisque la décision traîtresse, n'utilisons aucun autre mot que traîtresse, d'Olivier Véran, d'interdire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine contre le coronavirus, vient d'un dataset qui était faux, qui était truqué, qui était manipulé, qui était injuste, et qui était très certainement manipulé par Gilead Science, on le sait aujourd'hui. Eh bien, si demain, on vous dit oui, evidence-based medicine, les jeunes aujourd'hui, qui sont formés en médecine, ne jurent que par ce mot, et comme ce sont des perroquets, ils n'osent pas aller plus loin. Bien entendu que c'est excellent de baser la médecine sur les preuves, oui, mais encore, pas si vite, jeune homme. Soyez réaliste, ayez une expérience du monde tel qu'il est. Quiconque contrôle les données, quiconque contrôle les preuves, contrôle la médecine dans votre monde. Ne soyez pas naïfs. Oui, il faut baser la médecine sur les preuves, mais il faut d'abord libérer les preuves, crétin que vous êtes. Il faut d'abord être particulièrement conscient, avoir une conscience aiguë de ce qu'il est facile de contrôler les preuves. Et que si vous contrôlez les preuves, vous contrôlez la médecine. Si vous contrôlez les preuves, vous contrôlez la science. Aujourd'hui, il y a des cartels des données. Et ces cartels, une quinzaine d'organisations dans le monde, contrôlent 99% des données sur Terre, en volume. Et ce cartel peut orienter votre perception de la réalité selon ses intérêts. C'est quelque chose de trivial, c'est quelque chose de connu, de la même façon qu'un cartel pétrolier va s'entendre pour fixer les prix. Eh bien, un cartel des données va s'entendre pour fixer le prix de la réalité. Et c'est quelque chose qui, si nos jeunes étudiants aujourd'hui n'étaient pas des perroquets, n'étaient pas simplement des personnes qui cherchent à recopier ce que leur dit le professeur, mais qui développaient au contraire un esprit critique indépendant, et totalement indépendant, puis ça leur sauterait aux yeux. Ils comprendraient comment on peut se prémunir de ces cartels, de la fausse science, qui peuvent nous déshabiller de nos libertés. La perruque de Louis XIV, une mode complètement stupide, sans intérêt particulier, qui s'est imposée parce que le roi avait la syphilis et que ce que le roi avait, il fallait l'avoir, même si c'était une maladie, et même si c'était une cicatrice au fondement. Eh bien aujourd'hui, le préfet a dit, car dans un restaurant, dans un hôtel, quand on vous force à porter le masque, c'est pas le restaurateur qui vous le force. On fait porter cette responsabilité au restaurateur. Ce n'est pas le restaurateur, ce n'est pas l'hôtelier, c'est la préfecture. Donc c'est le pouvoir exécutif qui prescrit cela, et qui vous l'impose, et qui vous installe une application dans votre tête, une application lente, pernicieuse. Et cette application vous dit « Tais-toi, tais-toi, tu n'as pas la parole. Tu fais partie de ces gens qui ont quelque chose sur la bouche, pour une bonne raison. Le rayon d'expression de ta parole est limité. Apprends à vivre avec. Internalise cette muselière civique qu'on a fixée sur toi, de sorte qu'elle finisse profondément dans ton cerveau.